Jeudi 4 septembre, bonne rentrée tout le monde. On va considérer ça comme notre rentrée ici au SOS Podcast. Ben Baudouin en compagnie de Yohan Lennes. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Comment ça va, mon ami? Ouais, long time. Ça va très bien. Très content de reprendre ça avec toi. Très content de reprendre ça aussi, de reprendre le collier. On a beaucoup de choses à discuter. Il va y avoir un gros automne dans le monde des arts martiaux mixtes, UFC, entre autres, Contender Series présentement. Samouraï. Et là, parlant de Samouraï, on va prendre une petite minute pour parler de la nouvelle qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Cette semaine, dans les derniers jours, en fait, malheureusement, Yohan ne sera pas en mesure de revenir à la compétition vendredi prochain, en fait, à Samouraï 16. Exactement, ça s'est annoncé récemment. Mais je suis content de pouvoir en parler un petit peu. Là. 3 semaines avant le combat, j'ai su que mon adversaire, Gleiko França, sortirait du combat. Donc là... je me suis retrouvé sans adversaire. J'ai continué à m'entraîner un petit peu. J'étais prêt. Là, la semaine dernière, à 2 semaines du combat, j'ai su que j'avais peut-être un nouvel adversaire, mais dans une catégorie de poids au-dessus, de me battre un petit peu. Déjà que j'avais monté de catégorie de poids. Moi, je me battais à 170. Là, je me battais à 185. Là, on montait à 190. Donc, j'ai décidé de reculer. Mais tu sais, je suis dans une super bonne relation avec Daniel Lafonte, avec Samouraï MMA. On souhaite me mettre sur le gala le 21 novembre à Gatineau. C'est mon objectif aussi. Donc, on recule pour mieux avancer. Fait que c'est ça, c'est là qu'on s'en va. Là. Je sais que tu étais prêt à revenir. Il y a eu... ça fait un certain temps là, que tu n'as pas, pas eu la chance de combattre. Tu reviens d'une grosse victoire en plus. Donc, c'est sûr que c'était excitant pour toi de pouvoir revenir finalement, mais ce n'est que partie remise. Donc, on va souhaiter prendre un rétablissement à ton adversaire. On espère aussi, parce que c'est un gars de calibre aussi. Hein? Oui, exactement. Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un que j'avais avantage à combattre. Peut-être qu'au mois de novembre, il serait disponible. Si on le ramenait le même nom au mois de novembre, c'est sûr que ce serait un oui. Là. C'est sûr que ce serait un beau challenge que je voudrais. Par contre, c'est sûr que je voudrais pas me faire avoir une deuxième fois puis que le combat à la dernière minute se fasse canceller. Par contre, ce que je veux, c'est un challenge, c'est un bon camp d'entraînement. J'étais prête, donc je vais être prête pour le 21 novembre. Peu importe qui va être en avant de moi. Le but, c'est toujours de retourner à l'UFC puis on va être là. Excellent, ce n'est que partie remise. Donc, tout ça, on va parler de Samouraï, on va parler de l'UFC, on va parler de tout ça à cet épisode du SOS Podcast. Bienvenue tout le monde. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Gala de l'UFC, gala annuel présenté à Paris cette fin de semaine. Ce samedi, on va mettre la table pour l'événement dans quelques instants. Mais tout d'abord, Yohan, on poursuit la discussion sur le gala de Samouraï qui s'en vient dans un peu plus d'une semaine maintenant. C'est vendredi prochain au Casino de Montréal. Et on va en parler avec la tête d'affiche de l'événement. Un ami de l'émission. Oui. Un des bons gars dans le monde des arts martiaux mixtes, Mick Dufort qui est avec nous. Mick, comment ça va, mon chum? Très bien, merci les boys. Oui, ça va super bien. On se bat dans un peu plus qu'une semaine, mais on se bat bientôt. Fait que les Peugeot sont derrière. Là. Écoute, tu vas avoir la carte presque toute à toute. Il y a Alex Morgan là, comme autre tête d'affiche. Mais là, t'avais un Yohan Lennes en demi-finale qui te volait un peu de lumière. Là. T'as toute la lumière pour toi. Ouais, non, ça fait chier. J'ai écrit à Yohan tout de suite. Je sais c'est quoi se faire canceller un combat. Je sais à quel point ça fait chier. Et c'est tellement de quoi qu'on n'a aucun pouvoir. Je sais ce que c'est, man. Tu l'as vécu. Parlant de ça, à ton dernier combat, tu l'as vécu 3 fois plutôt qu'une. T'as changé d'adversaire 3 fois en moins d'une semaine. Là. Ah oui, c'est un enfer. Là. En fait, à 48 heures d'avis, j'ai perdu mon adversaire. Il est monté à l'UFC. Donc, c'est un peu le but de tous les athlètes. Donc, est-ce que je peux y en vouloir? Pas tant. Ouais. Parce que j'aurais probablement pris le call aussi. Donc, c'est que partie remise, là, comme on dit. Toi, on le sait, là, le combat, il s'en vient. Mick, t'es sûrement dans tes derniers 1000. On est jeudi. La semaine prochaine, c'est la semaine du combat. Le reste de ta semaine va ressembler à quoi? Le vendredi, samedi, dimanche, ça ressemble à quoi, les dernières semaines de combattants? C'est un peu ce que c'est. Là, on va tomber. On est beaucoup plus en intensité qu'en volume. Donc, c'est que de l'intensité. Des petits entraînements intenses, mais on essaie de répliquer le 25 minutes de combat qui est le maximum qu'on peut atteindre. Donc, j'essaie de répéter le 25 minutes de combat le plus possible au courant des prochains jours. Il me reste plus de temps d'entraînement intense. Là. Je veux dire intense avec en recevant des coups.
Aujourd'hui, j'ai mon dernier sparring samedi. Donc, dimanche, ça va être ma journée de break. Lundi, je vais probablement faire une bonne activation encore là, extrêmement explosive pour aller chercher mon 25 minutes d'entraînement. Puis, mardi, repos. Mercredi, on se concentre sur la coupe de poids. Jeudi, c'est le gros de la coupe de poids. Puis, vendredi, c'est le bonbon. Tu affrontes un gars qui s'appelle Linares. Je vais aller regarder son prénom. Mike Linares, j'espère que je le prononce comme il faut. On va revenir sur ce gars-là. Peu importe. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas de lui qu'on va parler aujourd'hui. Hein? Non, c'est ça, on va l'appeler Linares, le Brésilien. Mais on va revenir parce que on le connaît pas beaucoup, évidemment. Là, toi, tu l'as vu, tu as regardé ses vidéos, tu l'as étudié, c'est sûr. Mais moi, je veux parler avec toi, mec, de ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on t'a vu au mois de mai. Quand tu t'es battu au dernier Samouraï en mai, on sait tous le contexte. Il y avait des matchmakers de l'UFC qui étaient aux premières loges, qui regardaient les gars de Samouraï, les vedettes de Samouraï dans l'espoir. Puis toutes vous autres, là, Tommy, toi, Louis Jourdain, j'en échappe sûrement, mais tu sais, l'objectif était clair, c'était de les impressionner puis d'espérer recevoir un appel de ces gars-là pour l'UFC ou Contender Series. Louis Jourdain va aller à Contender Series. Il a gagné ce soir-là. Toi, tu as gagné ce soir-là, tu as donné tout un show, tu as gagné par soumission encore. Est-ce que il y a eu des discussions? Est-ce que tu as eu des appels depuis ce temps-là ou pas vraiment? Comment ça s'est passé les derniers mois? Là? J'ai un petit peu mal pris le fait que j'avais pas été l'athlète qui avait été pris pour remplacer l'adversaire à Saint-Denis dernière minute. Ouais, parce que c'était tu devais affronter Prepolek qui lui a été monté à l'UFC le samedi soir. Ok, c'est ça. Ouais, vas-y, continue. Exact. Donc, j'ai un peu mis mon agent dehors après ça. Je m'étais vraiment fâché parce que je considère qu'il devait mettre la pression. Je me battais, c'était à la maison. À Montréal, je pense que j'avais plus ma place que Cal Prepolek, qui est un Ontarien. En plus, j'étais au show le soir même, s'est fait huer. Je veux dire, j'aurais assurément eu plus ma place. Puis, honnêtement, encore là, c'était une très mauvaise performance. Tu sais, j'aurais mieux fait ça, je peux le confirmer. Donc, mon agent n'a même pas essayé de me placer sa carte. Donc, j'y ai dit, t'as pas essayé, moi, je m'en vais à la guerre pour l'équipe, et toi, t'essayes même pas, ben, bye-bye. Je veux du monde je veux des fonceurs dans l'équipe, puis si t'es pas capable de foncer parce que t'as peur de te tremper, ben, c'est plutôt mon agent. Donc, j'ai pas eu d'agent pendant 1 mois et demi, qui était peut-être pas le move le plus intelligent, mais je suis un gars de principe, puis si t'embarques pas si t'es pas avec moi, t'es contre moi au final, là. Donc, je me suis repogné un combat à Samouraï, défendre ma ceinture. Je sais que l'UFC vient à Vancouver. Je sais qu'ils m'ont vu bien paraître ce soir-là. Je veux dire, j'ai combattu avec beaucoup d'émotion, même si c'était pas mon combat le plus intelligent. Mais non, c'est ça. Donc, comme l'UFC me connaît, j'ai un nouvel agent. Puis j'espère justement que ma prochaine victoire, ça va être contre un gars qui a beaucoup d'expérience. Ma prochaine victoire va être la petite cerise sur le Sunday qui va faire que l'UFC va devoir m'appeler. C'est un peu ça, c'est ça le plan. Là. OK. Ben, juste pour revenir là-dessus, excuse-moi, Yohan, parce qu'à travers les branches, on entendait qu'on avait offert à Saint-Denis, on y avait donné le choix entre toi et Prepolek. Puis il aurait pris Prepolek parce qu'il considérait que peut-être plus de chances de gagner. Ou, en fait, non. Il y a ça, peut-être, mais un meilleur match-up pour lui. Puis aussi un gars qui a déjà été à l'UFC, donc qui était peut-être un nom un peu plus établi aussi. Donc, tu nous confirmes que c'est pas vraiment le cas, que t'as pas vraiment été dans les discussions pour monter le samedi sur la carte de l'UFC? Écoute, je sais pas ce qui s'est passé behind closed door. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai écrit à mon agent quand Saint-Denis a perdu son adversaire. J'y ai dit, j'espère que tu es en train d'écrire à l'UFC. Puis il m'a dit non, je ne le réécrirai pas. Je suis comme, OK. Il n'y a aucune chance que tu n'écrives pas. Je veux dire, c'est quand même une belle opportunité. Puis non, on connaît bien Sean Shelby. Sean Shelby, il prend pas un gars qui revient d'une défaite. Je suis comme, ouais, mais tu sais, c'est une situation extrêmement particulière. Puis encore là, si tu regardes ma dernière défaite, c'est contre Gadi Rabadanov, qui est un top 10, top 15 au monde en ce moment, puis qui a tout cassé sur son passage pendant une coupe. En tout cas, bref, pour revenir à ça, comme, tu sais, la dernière défaite, à la limite, elle s'expliquerait un petit peu.
j'essaierais pareil, puis il est comme non, on connaît trop Sean Shelby, il va être fâché si on s'essaye. Il sait pas essayer. Aïe, ok. Il va être fâché. C'est quand même particulier comme manière de penser. Mais regarde, tu regardes vers l'avant, t'as un bon test là, qui s'en vient. Là. T'as un gars de 32 ans en avant de toi qui a pas perdu depuis 2018, qui est sur 6 victoires consécutives. Tu sais, c'est quelqu'un à prendre au sérieux. Je suis pas inquiet que t'es prêt pour ce test-là, puis que peu importe qui tu vas avoir en avant de toi, tu vas aller chercher un gros combat. Puis spécialement, l'UFC est au courant que je pense que tout le monde le sait, Michael Dufort, peu importe qui est en avant de lui, que ça change d'adversaire 1 mois, 2 semaines, 1 semaine ou 1 journée à l'avance, on va être prêt puis on va y aller. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que l'UFC adore. Avec ta dernière victoire, puis une autre grosse victoire, je pense que tu tombes direct sous les lumières de l'UFC, c'est sûr et certain. Là. C'est ça, tu l'as bien dit. Peu importe qui j'ai devant moi, je vais deliver. Puis là, ma tête est au meilleur endroit qu'elle a jamais été. Tu sais, des fois, tu te sens l'imposteur dans un combat, puis dès que tu te sens un petit peu imposteur, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Puis là, je sais que j'ai ma place. Tu sais, je le sais que je suis un des très, très, très grands talents qu'on a au Canada en AMM. Donc, il y a plus de syndrome d'imposteur qui m'a un peu suivi à PFL. Puis là, je le sais que je suis top, et que je suis prêt à juste deliver, puis il n'y a plus de niaisage. Mick Dufort, c'est 13 victoires avant la limite en 14 victoires, donc un ratio presque 100%. On parlait de donner des bons shows. T'es la définition même. Linares, c'est un vétéran qui est assez complet. En tout cas, ça, quand on regarde sa fiche, autant de KO que de soumission. C'est un gars qui devait affronter Chad Mendez, la nouvelle ligue, Global Fight League, qui devait voir le jour avec plein de méga vedettes d'anciennes gloires de l'UFC, surtout, qui finalement n'a jamais levé de terre, mais il avait été sélectionné pour être là-dessus. Penses-tu que... et tu as regardé des vidéos, c'est sûr, de lui. À quel genre de combat les fans doivent s'attendre vendredi prochain, Mick? Ben, comme j'ai pas arrêté de dire, peu importe qui est devant moi, je vais juste passer au travers. Puis, c'est un peu ça le plan. Là. Vous avez tous vu Chimaev performer dernièrement. J'ai passé 2-3 semaines en Suède dernièrement avec son équipe qui a bâti Chimaev un peu, en tout cas, qui a aidé à le faire. Puis, je pense que je suis le style parfait pour faire ça. Tu sais, encore là, des fois, tu es un combattant, tu essaies de prouver des trucs, mais à un moment donné, là, j'ai plus rien à prouver. Là. Je vais juste tomber dans mes forces, puis je vais faire du Chimaev. Là. Je vais le prendre, je vais l'amener au sol, puis je vais le bardasser, puis je vais aller chercher mon finish. Le gars qui va être devant moi ce soir-là va juste être une figure, tu sais, une figurine. Là. Mon but, c'est de passer au travers. Énormément de confiance pour Mick Dufort. Beaucoup d'autres choses qui s'en viennent également. Ce combat-là, mais dans ta vie personnelle aussi, les fiançailles. D'abord, félicitations. Les faire-part sont en poste pour moi et Yohan. Ouais, c'est ça. Oui, 100% les boys. Vous allez être présents, j'espère, en tout cas. Si on est invité, c'est sûr qu'on va être présent. Mais honnêtement, c'est pour, j'imagine, c'est pas à court terme. L'été prochain? Probablement l'été prochain. Ouais, probablement l'été prochain. Puis, comme je dis, moi, je veux un gros mariage. Donc, on va faire de quoi de gros. Ça va être bon. Excellent. Puis connaissant Mick Dufort, ça va être un bon party. Je suis pas trop inquiet. Ouais. On va te souhaiter d'en faire un gros vendredi prochain, mon chum. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que il faut que tu retournes. Là. Tu m'avais dit que tu avais jusqu'à 14h50, il est 14h47, je vais te tenir promesse, je vais te laisser aller. Puis on se voit vendredi prochain au casino, je vais avoir la chance de décrire les combats avec François. On se voit peut-être jeudi ou vendredi, Eric. Vendredi, conférence de presse, effectivement. Ceux qui peuvent se déplacer, allez-y. Moi, je vais être là également. Donc, effectivement, on se voit la semaine prochaine, mon gars. Bonne chance, bonne fin de préparation. Puis, on s'en reparle. Salut, Mick. Bonne semaine. Merci, les boys. Au plaisir. Mick Dufort qui va affronter Michael Linares, on le voit. Hein, c'est ça. Moi, je suis toujours j'ai vraiment toujours dans ma tête, mettons, dans mon travail. Là, si je fais un parallèle avec mon travail, quand je décris des combats où là, je prépare le podcast, tout ça, je recherche les combattants, j'essaie de voir leurs forces, leurs faiblesses, je regarde leurs fiches et tout ça. Puis dans ma tête, je me dis, c'est sûr que les combattants, ils doivent connaître leur adversaire sur le bout de leurs doigts. Mais tu entends des gars comme Mick Dufort qui est comme...
Puis il est pas le seul, là, tu sais, comme, peu importe c'est qui, moi, je fais ce que j'ai à faire, puis tout ça, tu sais. Puis, je pense que Topuria est comme ça aussi. Tu sais, il avait dit, moi, je connais pas mes adversaires. Mes coachs, ça va être leur job à eux de l'étudier, puis tout ça, puis je vais écouter qu'est-ce qu'ils vont me dire de faire. Moi, j'ai pas besoin de regarder mon adversaire. Moi, ça me fascine toujours, cette façon de penser-là. Je sais pas ce que t'en penses. Puis j'en parlais cette semaine au Tristar avec, justement, je pense que c'était Alex Morgan, il y avait Frédéric Duprat, puis il me manque quelqu'un, puis on en parlait, puis on disait c'est drôle parce que des Michael Dufort puis des Frédéric Duprat qui finissent avec des guillotines, qu'on le sait qu'ils vont te faire une guillotine, que les gars contre qui ils se battent, s'entraînent pendant des mois pour défendre des guillotines qui se font finir en guillotine. Ouais. C'est quand même assez particulier. Ça démontre à quel point ils sont en contrôle puis qu'ils sont dominants dans leur art, dans leur maîtrise pour ces soumissions, pour ce combat-là. Mais c'est vraiment particulier puis je trouve ça vraiment intéressant, moi aussi. Là. Ça, c'est de la confiance à l'état pur. Exactement. Moi, je trouve ça c'est vraiment déstabilisant pour un adversaire de voir quelqu'un aussi en contrôle, aussi en confiance de ses maîtrises, de son art. Là. Ouais, j'imagine. Mick Dufort contre Linares, c'est la finale. Il en a parlé, Mick. Il défend sa ceinture des poids légers de samouraï. Alex Morgan, vétéran combattant québécois, 145 livres, qui va affronter Ariston França. França, c'est le gars qui avait perdu contre Dufort au mois de mai à Montréal. Il y a le championnat des poids lourds entre Edison Lopez et Saleh Zibadeh. Ça, c'est un... je pense que c'est un Irakien, si je me trompe pas. Je vais aller voir. Iranien. Voilà. Iranien, donc, ouais. 2 combattants étrangers là, qui vont se battre pour la ceinture des poids lourds de Samouraï. Puis c'est le retour de Jonathan Ramsey aussi. Il va affronter un Américain à Samouraï. Donc c'est le 12 septembre au casino. Sauf erreur, il n'y a plus de billets. Allez voir sur le site, juste au cas où. Mais ça va être une grosse carte. C'est pas une si grosse salle que ça, le casino. Mais c'est une salle parfaite pour les arts martiaux mixtes. Ouais. Pour des galas ici. Donc... ça va être le fun. L'Iranien qui se bat en le 3e combat, juste avant Alex Morgan. Donc, c'est Mustafa. Ça, c'est un Iranien. C'est quelqu'un qui c'est un jeune lutteur. Il s'entraîne à Montréal? Ah oui, il s'entraîne au Tristar. C'est un bijou du Tristar. Il est arrivé en même temps que le jeune Mehdi Zaidvan. Ils sont arrivés les deux en même temps. Puis les deux se développent vraiment bien. Puis c'est vraiment un combattant très, très, très explosif. Il se développe bien avec sa boxe. Il est 3-0. Une lutte vraiment de renommée mondiale. Vraiment, va être à surveiller. S'il met la main sur la ceinture, ça sera pas très long qu'on va peut-être essayer de le mettre à contender ou quelque chose comme ça. Là. Très intéressant. Très talentueux, ce Mustafa. Effectivement. Mustafa Salehzadeh. OK, parlons de l'UFC. Le temps file avec tout ça, mais la carte annuelle présentée à Paris, il y a toujours, depuis que les arts martiaux mixtes sont légalisés en France au mois de septembre, on fait une grosse carte au Accor Arena de Paris. Cette année, c'est Nassourdine Imavov, le Français, classé 2e à 185 livres, qui va se battre en grande finale contre Caio Borralho, le phénomène brésilien des Fighting Nerds. Donc, combat autre, j'ai le goût de dire autre gros combat chez les poids moyens de l'UFC. La ceinture vient de changer de main. On en parlait avec Mick, c'est Khamzat Chimaev qui est rendu le champion de la catégorie. Mais le gagnant de ce combat-là, Imavov Borralho, pourrait être le prochain adversaire de Chimaev. Là. Personnellement, je trouve que c'est une bombe. Je trouve que c'est... Pour moi, Borralho, je trouve que c'est le cauchemar à 185 livres. Il y a un style particulier debout très dur à contrer. Au sol, un jiu-jitsu brésilien très talentueux. C'est comme on en parlait tantôt, c'est comme le premier visage un peu des Fighting Nerds qui est arrivé. Ouais. C'est vraiment le premier visage. Puis, écoute, a pas perdu depuis 16 combats, invaincu à l'UFC. 7-0. Moi, je l'ai découvert quand il s'est battu, quand il a gagné à Contender Series contre le Canadien Aaron Jeffrey. Ça a été un combat qui s'était rendu à la décision, un combat très serré. On sait que Aaron Jeffrey met beaucoup de pression, puis c'était Borralho qui s'était sauvé un petit peu plus. Un combat très technique, Borralho avait gagné. Mais écoute, à partir de ce moment-là, j'ai su qu'il allait avoir une belle carrière, puis je me suis pas trompé. Là, vraiment. Mais Imavov, ça va être un combat difficile selon moi pour lui. Là. Ben, si on fait un petit peu le CV des deux combattants, là. Imavov qui est mieux classé. Lui est sur 4 victoires consécutives, dont sa dernière, un KO exceptionnel contre Israël Adesanya. Il pensait que ça allait être suffisant pour le placer en combat de championnat. Donc lui... Et là, affronte Borralho. C'est ça. C'est un cauchemar, là. Il a battu des... Je regardais leur fiche, là. Il a battu, à mes yeux, des plus gros noms que Borralho, qui a des victoires contre Cannonier et Paul Craig.
qui sont les deux plus gros noms qu'il a affrontés. Adesanya, il a perdu contre Sean Strickland, mais sinon, il a battu tout le monde à pas mal à 185 livres. Donc, est-ce que tu penses qu'Imavov, c'est vraiment une coche supérieure dans le parcours de Borralho et que c'est peut-être là qu'il va frapper son mur? Là? Je suis pas prêt à dire ça. J'ai hâte. On va voir. On va voir rapidement. Pour moi, Borralho, il a été vraiment dominant dans ses combats. Je l'ai pas vu encore sembler être dans l'eau chaude. Comme je le répète, 17 victoires, une défaite. Il est sur 16 victoires consécutives. Il a été dominant. Imavov, oui, a fait un gros knockout contre Adesanya. Chose certaine, Imavov passe à travers Borralho. C'est directement un combat de championnat pour lui. Là. Ça va être difficile de lui enlever ça. Certainement, surtout après le KO qu'il a fait. Mais selon moi, c'est un combat qui est très intriguant. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Imavov, KO contre Adesanya, on en a parlé. Décision contre Brendan Allen qui est classé. Jared Cannonier lui a passé le KO au 4e round en juin 2024. Il a battu Roman Dolidze qui est classé dans le top 15. Avant ça, il avait battu Joaquin Buckley qui a rendu bien classé à 170 livres. Bref, il a quand même un beau tableau de chasse, là, malgré 2 défaites et une nulle technique à l'UFC. Alors que Borralho, c'est clairement son plus gros défi en carrière. Je trouve que techniquement, c'est deux gars qui sont assez similaires dans le sens que sont capables de tenir leur bout autant sur leurs pieds qu'en lutte. Je sais pas si... Imavov, léger avantage au sol. Au niveau de la lutte, peut-être. Peut-être au niveau du jiu-jitsu. Je pense qu'au niveau du jiu-jitsu, Borralho a un bon avantage. Je pense qu'au niveau de la lutte, peut-être que Imavov a un bon avantage. C'est difficile parce que c'est pas des aspects dans lesquels on les a vus nécessairement combattre beaucoup, mais c'est des aspects dans lesquels on soupçonne qu'ils sont vraiment dominants. Donc, j'ai hâte de voir, un peu comme on fait un parallèle avec ce que Michael Dufort disait, est-ce qu'ils vont vouloir s'entêter à faire un combat debout ou est-ce qu'on va aller explorer des aspects différents comme la lutte puis le jiu-jitsu brésilien, t'sais? C'est là que ça devient intéressant. Je pense que tout serait en la faveur d'essayer d'échanger puis de pas garder le combat debout, là. Borralho, et même s'il est le moins bien classé des deux, est légèrement favori selon le chrono livre. Ouais, exact. Okay. C'est assez serré, mais légèrement favori. Le Brésilien, ça prouve qu'on a confiance en ses habiletés. On a aussi confiance, je pense, les Fighting Nerds, ils ont tellement de succès depuis leur arrivée à l'UFC que... Il y a un aura qui s'est créé. Exact, c'est ça. Je pense que ça explique aussi un petit peu... je suis d'accord. Ces cotes-là. À quelques jours du combat, c'est samedi, donc je vous le rappelle, samedi à Paris, midi, notre heure, le début de cette carte. En demi-finale, c'est Benoît Saint-Denis, qui était en finale de l'événement l'année passée. Benoît Saint-Denis, qui est classé 13e à 155 livres, qui affronte Mauricio Ruffi, 15e, lui, chez les légers. Donc, c'est assez particulier parce que Saint-Denis et Imavov ont le même coach, qui s'appelle Nicolas Ott, et Mauricio Ruffi et Borralho, qui est en finale, ont le même entraîneur aussi, qui est Marco Sucupira, qui est l'entraîneur-chef des Fighting Nerds. Donc, c'est vraiment c'est deux équipes là, qui s'affrontent, l'équipe des Français contre l'équipe des Brésiliens en demi-finale, finale. Donc, c'est assez rare qu'on voit ça. Comment tu vois ce combat-là? Saint-Denis, on le connaît, très très bon athlète, un ancien de la Légion d'honneur. Navy, C'est l'équivalent des Navy Seals français. Là. Alors que Ruffi, qui est vraiment comme un dur de dur. Exact. Ruffi, un gars ultra spectaculaire. Honnêtement, ça peut faire des feux d'artifice, ce combat-là. Ça peut faire des feux d'artifice. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que Saint-Denis, c'est vraiment quelqu'un, comme tu l'as mentionné, c'est un soldat, c'est un guerrier. Il va serrer les dents, il va foncer vers l'avant, il va être prêt à prendre quelques coups pour pouvoir donner quelques coups. On sait que Ruffi, c'est pas quelqu'un qui va à la guerre. C'est quelqu'un qui est super technique, il va se déplacer à gauche, à droite, puis il va lancer un genou à la volée sans trop qu'on s'en rende compte. Donc, plus sournois, un petit peu plus stratégique. Va falloir que Saint-Denis soit très discipliné. Je pense qu'il va falloir que Saint-Denis mette de la pression. Peut pas rester à distance dans une game d'échecs, permettez-moi l'expression, contre Ruffi, excusez, qui va vraiment être selon moi, beaucoup plus technique que Saint-Denis, mais on le sait, Saint-Denis, sa force, c'est de créer un chaos. Il est bon quand il crée un chaos, quand il avance, il met la pression, il va toucher la cible, il va pouvoir lutter aussi. Il y a des bonnes soumissions, on le sait, il y a 10 soumissions. C'est vraiment un combattant très complet. Je pense que l'avantage va aller à Saint-Denis s'il est en mesure
de pouvoir garder le centre du ring puis de mettre la pression. Mais s'il perd la tête puis qu'il donne trop de trous puis d'ouverture, Ruffy est tellement précis, tellement spectaculaire, pourrait terminer le combat rapidement. Là. Parce qu'il a fait à sa dernière sortie. À Smith avec son coup de pied. En fait, c'était à King Green. King Green, oui, King Green. Le coup de pied renversé. Coup de pied renversé directement à la tête, le KO de l'année potentiellement en 2025, encore à ce jour. C'est ça, tu l'as dit. Saint-Denis, 14 victoires, 3 défaites, ratio de finition, de victoire dans la limite de 100%. Même chose pour Ruffy qui a 11 KO, lui, en 12 victoires. Donc, lui, c'est vraiment un spécialiste du KO puis un gars spectaculaire. Alors que Saint-Denis, si ça va au sol, il va être capable d'aller trouver des soumissions. Honnêtement, un bon choc de style. J'ai très hâte de le voir. Là. Peut-être que je donnerais la force physique au niveau de Saint-Denis. Je pense vraiment que Saint-Denis est beaucoup plus physique. Peut-être que ça pourrait être à son avantage d'amener le combat au sol en commençant. Peut-être essayer d'aller prendre l'énergie de son adversaire. Peut-être essayer de travailler comme ça pourrait être avantageux de sa part. Aspect à surveiller, Saint-Denis était en finale de l'événement de Paris l'an dernier contre Renato Moicano. Il a subi une dure défaite. Avait très, très mal commencé le combat. S'était fait vraiment dépecer au premier round. Avait réussi. Puis là, on dit que c'est un guerrier, c'est un dur de dur. Était revenu au deuxième round, mais malgré qu'il était défiguré, mais le docteur n'a pas eu le choix d'arrêter le combat parce que Saint-Denis était trop magané. Il avait avoué par la suite qu'il s'était mis énormément de pression devant la foule parisienne et tout ça, la tête d'affiche. Bon, il n'est pas tête d'affiche cette année, mais et ça va aussi pour Imavov, comment on gère ça d'être en vedette à Paris. C'est le seul événement de l'année en France. Ils vont être énormément en demande tout au long de la semaine, donc c'est un aspect également à surveiller. Et pour Imavov et pour Benoît Saint-Denis. Rapido, les autres combats intéressants à surveiller. Moi, j'ai noté Modestas Bukauskas contre Paul Craig. Oui. Ça, c'est 2 bons vétérans. Mais Bukauskas, ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est comme une renaissance. Oui, exactement. S'était fait renvoyer de l'UFC il n'y a pas si longtemps. Avait été gagné 2 combats à Cage Warriors. Et là, depuis qu'il est de retour, il est en feu. 5-1 depuis son retour à l'UFC. S'entraîne notamment avec l'équipe de Tom Aspinall en Angleterre. Wow. Donc, à 185 livres, il peut faire des vagues aussi. Un peu un choc de style, hein, si je ne me trompe pas. C'est plus un combattant qui se bat debout. C'est plus un gars qui fait du kickboxing. Paul Craig, on le sait, un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Il a des bonnes soumissions. Donc, est-ce que le combattant debout va être en mesure de garder sa distance, placer ses coups? Parce qu'on le sait que Paul Craig, au niveau du menton, s'est fait ébranler beaucoup dans ses derniers combats. À surveiller. Paul Craig, c'est ça. C'est ça. Très, très bon au sol, mais c'est un peu prévisible parce qu'il est vulnérable parfois. Ouais, c'est ça, vulnérable debout, puis effectivement, là, c'est un peu unidimensionnel. Mais c'est un bon, comme on dit, un bon gatekeeper pour le top 15, parce que tout le monde qui est dans le top 15 a battu à un moment donné Paul Craig, ou en tout cas à peu près tout le monde. C'est vrai. Et Patricio Pitbull qui est de retour, déjà lui son 3e combat en 2025 depuis qu'il a fait le saut à l'UFC. Un peu à la dernière minute, là, ça s'est décidé dans les dernières semaines. Pitbull, là. Non, il chôme pas. Il veut. Seigneur. Il veut effectivement. Il n'est pas en début de carrière en plus, là. Non, effectivement. Beaucoup de millage, presque 40 ans. Puis que je disais, là, il est arrivé en avril, il s'est rebattu au mois de juin, sauf erreur, puis là, il se rebat. Remplacement de dernière minute. Ouais, remplace Faresiam, le français, contre un combattant belge qui fait ses débuts à l'UFC, Sene Keita. Donc, Keita, c'est un gars qui est 16-1, champion européen dans une organisation de République tchèque. Ça a l'air d'être tout un athlète, donc un jeune loup là, contre le bon vieux Pitbull, qui accepte ce défi-là, lui, à quelques semaines d'avis. Donc, c'est l'UFC Paris cette fin de semaine. Malheureusement, ce n'est pas diffusé sur les ondes de TVA Sport. C'est un gala qui est en exclusivité sur UFC Fight Pass. Ça commence à midi pour la carte préliminaire et 15h, notre heure, pour la carte principale, mettant en vedette Nassourdine Imavov et Caio Borralho. Avec tout ça, on en est aux actualités, mon cher Johan. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Comme ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé, il va y avoir beaucoup de sujets à couvrir, certains plus récents, d'autres qui ont été annoncés au cours des dernières semaines. J'ai le goût de commencer avec un gars que tu connais bien, un gars que tu vois au Tristar presque quotidiennement là, depuis que tu y vas. Mandel Nalo, combattant canadien vétéran, 36 ans, qui a
une belle carrière dans des belles organisations, champion de samouraï récemment, mais il y a eu un beau parcours quand même à Bellator. Finalement, on l'a vu mardi dernier à Contender Series. C'est rare qu'on voit des gars de 36 ans à la Contender Series. Il a fait le travail, il est allé chercher une grosse victoire, un gros KO au premier round contre un gars qui s'appelle Samuel Silva. Et il a son billet pour l'UFC. Exact. Impressionnant. Samuel Silva, c'était pas n'importe qui. Là. C'est un double champion de Cage Warrior, si je me trompe pas. Ouais. C'est un combattant C'était un jeune prospect. Mais Mandel Nalo, comme il l'a mentionné dans son entrevue d'après-combat, c'est pas un jeune prospect. Il a 36 ans. C'est un produit complètement terminé. C'est quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un que Mandel Nalo, je le vois rapidement, comme je t'ai mentionné tantôt, affronter le top 20 et le top 15 de l'UFC. C'est un combattant qui est dominant au niveau de son combat debout, mais aussi très dominant au niveau du jiu-jitsu brésilien. Donc, dans tous les niveaux, on l'a vu, là, il a découpé son adversaire, les coups de pied au mollet, le jab qui a bien sorti, le kick au menton. Au menton, le kick frontal, pardon, au menton. La variété de coups était impressionnante. Il semblait léger, il semblait en contrôle. Défensivement aussi, il bougeait très bien les pieds, bougeait bien son corps, sa tête pour éviter les grosses frappes de Silva. C'est un très gros 155 livres. Vous l'avez vu si vous le voyez à la pesée. Là, il n'a pas un once de gras. Donc vraiment, il va être à surveiller. 36 ans, mais un produit là, très, 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 très spectaculaire. Et là, on se demande tous s'il va être sur la carte de Vancouver. Je vous rappelle la carte de Vancouver, on va en discuter dans quelques instants, mais c'est le 18 octobre. Mandel Nalo, oui, s'entraîne au Tristar depuis longtemps, donc s'installe à Montréal pour lorsqu'il vient s'entraîner, mais c'est un gars qui est originaire de Vancouver. Ouais. Je veux dire, il n'en fera pas 50 des combats à l'UFC, là, ce gars-là. Ouais. Il reste peut-être pas 5 ans de carrière, il a déjà 36. Ce serait vraiment intéressant si l'UFC, déjà pour son premier combat. Tu sais, je veux dire, il a passé 2 minutes et demie dans l'octogone, il est encore frais, il s'est pas fait toucher. Il serait prêt probablement à aller se battre le mois prochain. Là. Je vois très bien Mandel Nalo remplacer la dernière minute le co-main event, que ce soit Roofy ou Saint-Denis. Je vois très bien Mandel Nalo. Ah, même déjà cette fin de semaine à Paris, tu veux dire? Oui, pas en fin de semaine à Paris. Oui, pas en fin de semaine à Paris, mais le gala à Vancouver, une carte à 155 livres, un combat à 155 livres. Je vois très bien Mandel Nalo sauter à la dernière minute là-dedans. Là, je vais aller voir. Sans problème, parce que moi, je le vois, Mandel, s'entraîner à longueur de semaine. Qu'il soit en camp d'entraînement ou qu'il soit pas en camp d'entraînement, c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est un peu comme Ayman Zahabi. C'est des gars qui sont en forme à l'année, qui sont toujours dans le gym, qui sont toujours prêts, sont toujours en train de sparrer, toujours en train d'échanger. Si eux sont pas en camp d'entraînement, il y a quelqu'un d'autre autour de eux dans leur équipe qui est en camp d'entraînement. Donc, ils sont toujours en train de travailler. Comme on l'a mentionné, à 36 ans, je le vois vraiment prendre un short notice, Mandel, que ça soit à Vancouver ou, regarde, pourquoi pas à Paris. Hein? C'est pourquoi pas à Paris la semaine prochaine, mais c'est vraiment un gars qui est capable de briller à une semaine ou deux d'un combat sans problème. Ben là, je suis en train de regarder la carte sur Tapology, la carte de Vancouver. Il y a 11 combats qui ont été annoncés, puis là, on y vient dans quelques instants, mais ça veut dire qu'il en reste au moins un, sinon deux, à être annoncés. Puis il y a un combat à 155 livres, c'est Carl Propolek, le Canadien, contre Drew Dober, l'Américain. Okay. Donc, si jamais un de ces deux gars-là devait déclarer forfait, ben, t'as Mandel Nalo qui pourrait être disponible. Ou sinon, si on veut l'ajouter, ben, il reste peut-être un peu de place. Mick Dufort a dit qu'il voulait se battre sur la carte de Vancouver aussi, c'est un 155 livres. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Je suis pas sûr que... Ben, je sais pas, tu sais, Mick s'entraîne pas au Tristar. Non, mais ils échangent ensemble. Je peux confirmer que ce sont des gens... Ils échangent ensemble. Bon. Peut-être pas Mandel Nalo contre Michael Dufort, mais bref, ce serait bien de le voir Mandel. Lui, c'est parce que c'est un gars qui vient de Vancouver en plus, donc ce serait bien. Dana White l'a dit lorsqu'il a donné son contrat, il lui a dit « J'aime pas ton âge, mais j'aime ton style, j'aime ton attitude. » Donc, voici un contrat. À 36 ans, c'est ça. Il se devait d'être sans faille, d'être ultra impressionnant. Il a coché toutes ces cases-là. Félicitations au produit du Tristar Mandel Nalo. Parlons-en de l'UFC Vancouver parce que la carte a été annoncée il y a quelques semaines et elle est sensationnelle pour un Fight Night à la maison, ben ici au Canada en fait. Là. En finale, Reiner Derrida contre Anthony Hernandez. Donc si on a 2 contre 7 chez les moyens en fin de semaine à Paris, un mois plus tard à Vancouver, ça va être 4 contre 6. Derrida 4, Hernandez 6. Les deux reviennent de grosses victoires. Ouais. Les deux sont prêts pour un combat de championnat. Je veux dire, on peut pas demander de mieux pour les fans. Hein. Les deux ont un style qui se ressemble beaucoup parce que les deux sont très bons debout.
Par contre, Hernandez est meilleur avec sa boxe pour rentrer. Dorida est meilleur à distance un petit peu plus avec ses longs jab direct, les push kicks, les genoux. Par contre, au niveau de la lutte puis du jiu-jitsu brésilien, on peut avoir un combat sensationnel parce que c'est deux des meilleurs 185 livres au niveau de la lutte puis du jiu-jitsu de l'organisation, là, clairement. Puis dans le monde, là, ils nous l'ont montré, ils sont dominants. Donc vraiment, j'ai hâte de voir qui va être capable de tirer son épingle du jeu, qui va être en mesure d'aller avoir un avantage, peut-être le meilleur des deux dans leur style ou au niveau du combat debout. Ça va être intéressant de voir. Honnêtement, on va l'analyser dans la semaine précédente, le combat, mais Anthony Hernandez, je pense qu'il est sur 9 victoires consécutives. Derrida n'a jamais perdu, ancien double champion de One. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment un combat sensationnel sur papier. Manon Fiorot qui va être de retour, elle, après sa défaite en combat de championnat contre Valentina Shevchenko. Et on la place contre Jasmine Jasdevicius, qui est, elle, 5e, donc 2 contre 5. Ça aussi, c'est sensationnel. Puis pour Jasdevicius, quelle opportunité, la Canadienne. Ouais. Grosse opportunité. Et quelle ascension fulgurante elle a depuis qu'elle est à l'UFC. Je suis complètement d'accord. Est-ce que c'est un saut rapide? On peut pas dire que c'est un saut rapide parce qu'avec ce qu'elle a fait à Jessica Andrade à son dernier combat, écoute, elle est dominante, elle termine ses combats. Ça va être intéressant de voir. Là, on a vu Manon Fiorot qui est rendu un petit peu au Tristar, s'entraîne ici à Montréal avec Firas Zahabi, sans vouloir travailler énormément ses défenses d'amener au sol, sans vouloir regarder le combat debout. C'est pas un secret pour personne. Donc j'ai hâte de voir parce que vraiment talentueuse au niveau du combat debout, Manon Fiorot, mais tellement dominante, Jasmine, au niveau de la lutte et du contrôle au sol. Donc, encore un très beau choc de style. Eman, c'est sûr qu'on va lui parler au podcast. Eman Zahabi, d'ici son combat du 18 octobre, parce son vœu a été exaucé, il va affronter Marlon Vera. Donc, autre belle opportunité pour lui aussi. Il avait, après sa victoire contre José Aldo à l'arraché, on vous le rappelle, à Montréal, il avait mis au défi Marlon Vera, un autre vétéran. Donc, c'est un combattant qui est prenable, un vétéran, et c'est un gars qui va permettre à Eman Zahabi de continuer de progresser, parce que s'il va chercher une autre victoire, Chito Vera est mieux classé qu'Eman aussi. Là, donc. Ouais, puis je pense que ça va être un bon combat pour Eman parce que Eman contre-attaque très bien les kicks, très bon gaucher-droitier, mais beaucoup de pression, un bon jab, donc ça peut être un combat vraiment très bon pour lui. Là. Le Canadien Mike Malott qui va affronter Kevin Holland et Charles Jourdain. Ouais. On se demandait quand est-ce que Charles Jourdain allait être de retour. Quand on l'a reçu, il parlait peut-être de Paris, mais il se doutait bien qu'on allait vouloir le placer sur la carte de Vancouver. C'est confirmé contre Davy Grant. Pas un combat facile, un combat prenable. Je pense que Charles est plus talentueux, plus technique que Davy Grant. Davy Grant peut faire perdre la tête à bien du monde, par exemple. C'est un gars qui, lui... Puis Charles est un peu comme ça, mais j'ai l'impression que Charles veut changer ou veut corriger ça. C'est-à-dire que, oui, se donner en spectacle, oui, être spectaculaire, c'est bon, mais l'important, c'est d'aller chercher des grosses victoires. Alors que Grant aussi, là, c'est un gars qui a tendance des fois à laisser tomber la technique, laisser tomber la prudence, puis juste y aller. Exactement. Ça va vraiment être important pour Charles de rester discipliné parce que, comme tu l'as mentionné, Grant, là, vraiment, c'est quelqu'un qui est là pour le spectacle. Ça ne dérange pas de se faire knocker. Il va essayer de passer le KO. On le sait, il frappe très solide, très dur. Ça va être important que Charles reste technique, très discipliné, mais il peut aller chercher une grosse victoire. Là. Aussi, on va parler à Charles, c'est sûr, avant son combat de Vancouver. On va essayer de parler à Louis. Si c'est pas la semaine prochaine, ça va être l'autre, parce que Louis Jourdain est le frère de Charles. A un gros combat qui s'en vient, lui, à la Contender Series. A été choisi après sa victoire à Montréal, à Samouraï, au dernier combat de Samouraï en mai. Puis là, il va affronter un gars qui s'appelle Magno Diaz. Ça va se passer à 135 livres. Louis Jourdain 8 victoires, 3 défaites. Diaz, le Brésilien, 6 victoires, 1 défaite. Un spécialiste des soumissions, quand même. Belle opportunité pour Louis Jourdain, évidemment. Ouais, belle opportunité pour Louis Jourdain, qu'on sait qu'il n'a pas été actif comme il aurait voulu dans sa carrière en MMA, a été faire un petit saut en boxe, mais tellement talentueux, là, le frère de Charles Jourdain, Louis, vraiment a commencé au même moment que Charles, vraiment eu une belle ascension, un petit peu moins rapide, mais c'est vraiment un beau diamant qu'on a ici au Québec, une fiche de 8 victoires, 3 défaites, mais Louis Jourdain a toujours affronté, a toujours eu des gros combats, puis très jeune, là, à un très jeune âge, il affrontait des combattants qui avaient beaucoup plus d'expérience que lui. On a cru en lui, on a mis beaucoup de poids sur les épaules de Louis Jourdain. Donc je suis vraiment heureux de voir que là, il retouche au succès, et il regoute à la victoire.
très gros combat pour lui à Contender Series. Je suis très heureux de le voir performer comme ça. Ah ouais, un contrat de l'UFC est à sa portée contre Magno Diaz, donc pourrait rejoindre son frère dans l'organisation. Revient d'une victoire contre Danilo Adriani à Samouraï 14 au mois de mai. Il avait réussi un KO à la toute fin du deuxième round, une performance vraiment sensationnelle qu'il avait offert aux partisans montréalais à ce moment-là, donc qui lui a ouvert les portes, là, parce qu'on en parlait avec Charles. C'est clairement, il y avait des les matchmakers de l'UFC, les grands bons de l'UFC étaient dans les gradins ce soir-là. Et on a choisi Louis Jourdain là, pour... on a été assez impressionnés par ce qu'a fait Louis Jourdain pour lui offrir cette opportunité à la Contender Series. On termine l'émission avec une grosse annonce de combat à l'UFC. Ça a été fait en début de semaine, ça aussi. On a confirmé qu'à l'UFC 322, le 15 novembre prochain au Madison Square Garden, il y aurait 2 combats de championnat. Jack Della Maddalena qui va accueillir Islam Makhachev à 170 livres pour le championnat des mi-moyens. JDM qui va défendre sa ceinture, qu'il a remporté à Montréal, on vous le rappelle, pour la première fois, en accueillant un gars que plusieurs considèrent comme le numéro 1 livre pour livre, l'a déjà été, a été détrôné par Topuria depuis, mais un des meilleurs combattants livre pour livre de l'organisation. Et Valentina Shevchenko contre Zhang Weili. Méga combat qu'on attend depuis tellement longtemps. Weili qui abandonne sa ceinture à 115 livres pour aller tenter de chercher une deuxième ceinture à 125 cette fois-ci. JDM contre Makhachev, comment tu vois ça à chaud comme ça quand ça a été annoncé? Je suis impressionné, j'ai hâte de voir. Moi, je pense juste à JDM quand il a battu Burns, quand il a battu Belal. Je trouve que c'est tous des combattants qui se rapprochent tranquillement de Makhachev. Makhachev monte de catégorie. Jack Della Maddalena a ses chances. Et Zhang Weili contre Valentina Shevchenko. Honnêtement, et ça fait en sorte qu'il y aura un combat, la ceinture des poids paille. Ouais. Celle que Weili abandonne sera mise à l'enjeu à l'UFC 321 entre Mackenzie Dern et Virna Jandiroba. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ces deux filles qui sont rendues là et qui méritent cette opportunité. Est-ce que Zhang Weili a le gabarit nécessaire pour essayer de détrôner, en fait, le Valentina? Parce qu'on sait qu'au niveau de la vitesse, au niveau du combat debout, je pense pas que ça va être un problème. Peut-être si le combat contre la cage, en corps à corps, peut-être le jiu-jitsu brésilien, la force, la grosseur de Valentina peut venir faire une différence. La force de frappe, sans aucun doute, aussi va être en sa faveur. Ça va être intéressant de voir, est-ce qu'elle va toucher la cible? Est-ce qu'elle va... Si ça se retrouve au sol, et avec surtout Valentina sur le dessus, est-ce que Weili va avoir les outils pour se relever? C'est ça. Puis même debout, si Valentina touche la cible de manière significative, est-ce que ça va faire plus de dommages? Parce que c'est quand même une catégorie de poids au-dessus. Là. Exact. Donc, on aura la chance de l'analyser plus en profondeur. Ça, c'est le 15 novembre au Madison Square Garden, mais c'est un combat que les fans demandaient, en fait. Tout le monde se disait, Zhang Weili à 115 livres, on regardait les classements, on regardait ce qu'elle a fait. On se disait, elle n'a plus grand-chose à prouver. Pourquoi ne pas monter à 125? Elle a décidé de le faire. Donc, ça, c'est 2 gros combats de main event et de événement principal et l'événement... Et Carlos Prates qui a été annoncé aussi contre Leon Edwards. Donc, autre gros combat à 170 livres aussi pour cette carte du Madison Square Garden. Ça fait le tour? Autre chose? Vite comme ça? C'est très complet. Excellent. Merci à tous d'avoir été là. Merci de continuer de nous suivre. On vous rappelle, vous pouvez nous écouter sur Cube Radio, sur... tvasport.ca en vidéo également. Vous pouvez nous suivre et vous abonner sur toutes les plateformes où vous suivez vos podcasts. On est facile à trouver. Je m'appelle Ben Baudouin, au nom de Yohan Lennes, le White Lion. Merci beaucoup tout le monde. Et on se retrouve bientôt pour un autre épisode du SOS Podcast. Ciao! SOS Podcast!